Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour ce numéro 28 de Issue de Secours, l'émission durant laquelle je passe en revue les singles issues que j'ai eu dans la semaine, avec au programme cette semaine 6 titres, 2 issus de DC Comics, le numéro 15 de Batman and Robin et le numéro 20 de Superman. On enchaînera ensuite avec Dark Horse Comics, avec 2 titres également, le numéro 1 de Welcome to the Main Note, voilà, on en parlera, une toute nouvelle série, ainsi que le numéro 4 de Kill All Immortals. Et puis on terminera avec 2 titres d'Image Comics, à savoir Falling in Love on the Path to Hell numéro 6 et le Napalm Lullaby numéro 7. Donc voilà, un programme assez tranquille pour une fois. On revient à un nombre de titres, ma foi, un petit peu moins nombreux. Parfois on en faisait 8, 10. Là on revient à 6 titres et c'est pas plus mal. Donc on y va, on enchaîne avec. On commence avec le numéro 15 de Batman and Robin de Philip Kennedy Johnson au scénario. On a Ravi Fernandez au dessin et Maiello à la colorisation, pardon. C'est Marcello Maiello. Et on a également Carmine Di Giandomenico sur 2 pages, effectivement. Et je vous les présenterai à ce moment-là. Donc c'est le deuxième numéro de Philip Kennedy Johnson sur Batman and Robin. On avait eu précédemment, je crois, Joshua Williamson avec principalement du Simone Di Meo au dessin. Et moi j'avais un petit peu de mal. Et là, on a vraiment quelque chose. Dans le premier numéro, on avait vu que c'était un numéro qui était plutôt consacré à Batman. Là, et c'est une des choses que j'ai particulièrement apprécié dans ce numéro, là, ça va être plutôt consacré à Robin, justement, à Damian Wayne. Et j'avais pas trop aimé sa caractérisation dans le premier numéro, mais là, c'est franchement contrebalancé, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on va voir qu'à chaque fois, on nous présente l'heure de manière très militaire, à savoir très exactement avec les secondes, les centièmes de seconde, etc., parce qu'il y a pas mal de choses. Bah, on voit d'un côté Bruce Wayne et de l'autre côté Damian Wayne. Hein, ils étaient à cette espèce de soirée normalement de gala, de charité, voilà, qui ennuyait profondément Damian Wayne, mais voilà, Bruce lui expliquait que c'était nécessaire. Et finalement, ils se sont rendus compte que bah, c'était une sorte de guet-apens et qu'il y allait avoir une explosion qui allait arriver. Et là, on a vraiment des scènes d'action qui sont super bien retranscrites par Avi Fernandez et Maiello. C'est vraiment super beau. Et franchement, c'est un régal à suivre. Hein. C'est hyper dynamique. Donc on a vraiment toutes ces acrobaties de la part de Bruce Wayne malgré son âge avancé, dont on parle notamment dans Detective Comics. Et on voit Damian Wayne de son côté qui est tout content d'avoir réussi à sauver des vies, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ben, peut-être qu'il n'a pas réussi à sauver toutes les vies. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a de très touchant, notamment le retour, l'après, hein, dans la voiture, hein, Bruce et Damien qui commencent à discuter. J'ai trouvé que c'était un numéro super touchant, super beau, parce qu'on voit vraiment tout, justement, le lien entre Batman et Robin, justement, et en plus entre père et fils. On voit tout l'entraînement, justement, et ça c'est assez intéressant, à un moment où ils s'entraînent au combat tous les deux, et Bruce sent bien que Damian est distrait, parce que, voilà, c'est quelque chose qu'il décèle très rapidement. Et là, s'ensuit une conversation que j'ai trouvée absolument poignante, géniale, et c'est là, merci Philippe Kelly Johnson, finalement, bah, tu comprenais en fait le perso de Damian Wayne, tu m'as fait peur l'espace d'un numéro, mais c'était peut-être pour mieux contrebalancer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Damian Wayne, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Qui a toujours fière allure, qui veut pas du tout qu'on voit ses faiblesses en public, mais dans le privé, et notamment auprès de son père. Là, il peut s'abandonner à ses craintes, et là, clairement, sa crainte, elle a été assez terrible hein, par rapport à ce dont il a été témoin, et toute son impuissance. Du coup, il remet pas mal en question, en fait, un petit peu sa mission, sa, sa définition même, hein, qui il est et ce qu'il doit faire. Donc c'est vraiment que je trouve que c'est... Là-dessus, j'ai trouvé que c'était super bien. Et là, on arrive après parce que Bruce Wayne lui révèle un petit peu pas mal de choses aussi, lui, sur son passé, notamment à un moment quand il avait à peu près son âge, dit-il. Donc je pense qu'il a... Là, Damian Wayne doit avoir à peu près 16 ans, j'avoue qu'on n'a pas trop les repères temporels. Et donc, il a bossé pour Scotland Yard et pour notamment une pointure là-bas. Donc, il a appris auprès de lui à Londres. Et notamment, on revient sur cette espèce de soit copycat ou adorateur de Memento, qui serait justement quelqu'un qui sévissait à ce moment-là. Et est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est quelqu'un qui serait... Est-ce que c'est lui qui revient? Batman en doute fortement. Il a des adorateurs et on se demande. Et là aussi, c'est absolument génial, hein, cette planche-là. On voit vraiment toute la transmission de Batman à Robin aussi pour l'enquête, hein, pour regarde bien, prends ton temps et justement la manière, tout ce qu'il a appris à Scotland Yard auprès de son maître, j'ai un petit doute sur son nom. Je sais plus comment il s'appelle, bon c'est pas très grave. Et en tout cas, on voit que tout ce qu'il a appris, c'est
il essaie de le retransmettre à son fils, et c'est vraiment trop beau, très chouette, hein. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et à côté de ça, on voit bien que... Voilà, bah, je vais pas trop en parler, mais les dernières pages sont plutôt consacrées à justement cette menace. Parce que vraiment, on comprend pas trop. On voit qu'il a essayé d'impliquer plusieurs pions comme ça pour faire porter le chapeau à d'autres personnes, mais qu'il a pris la fuite suite à cette explosion, ce mystérieux agresseur. On en sait un petit peu plus dans les dernières pages. Ah, franchement, c'est un numéro pas loin d'être un coup de cœur, ce numéro Batman et Robin numéro 15. La caractérisation de Damian Wayne rattrape largement celle qui avait été entreaperçue au numéro 14. Encore une fois, c'était pour mieux nous duper, puis pour montrer la différence entre l'être et le paraître, probablement. Mais vraiment, cette relation entre Batman et Robin, justement, je trouve qu'elle est complètement réussie. Et on a vraiment quelque chose qui est chouette, à la fois entre la caractérisation des personnages, qui est vraiment très intéressante, leur croisade, leur mission, leur but, et en même temps, voilà, cette menace, cette intrigue, Memento, voilà, qui ressurgit du passé. Donc on voit le lien que Batman va faire avec son passé, et il va s'en servir comme transmission avec son fils, qui avait à peu près le même âge que lui à ce moment-là où Memento s'est vissé. Donc on voit bien tout le lien, l'affiliation et le fait d'utiliser le passé pour nourrir le présent. Donc c'est vraiment que j'ai trouvé un numéro hyper efficace. On continue et on reste avec DC Comics, avec le numéro 20 de Superman. Vous vous souvenez, j'avais adoré ce numéro 19. Donc c'est scénarisé toujours par Joshua Williamson, hein, depuis le numéro 1, dessiné par Dan Mora. Et au niveau de la colorisation, c'est Alejandro Sanchez. Donc on a un numéro 19 que j'avais trouvé vraiment super, avec un super cliffhanger. Et notamment, bah là on le voit, on révèle son identité, Time Trapper. Regardez-moi cette double page de Dan Mora. Ah, ça bosse fort et ça bosse bien, hein, Dan Mora, hein. Je rappelle qu'il est à la fois sur le titre Superman et également sur Justice League Unlimited, donc c'est pas mal. Donc vraiment, puis à un moment, on le voit tout le temps, quoi. C'est vraiment impressionnant, cet artiste. Encore une fois, on a un numéro qui est absolument génial, puisqu'on voyait Superman et Superwoman qui essayaient voilà, de combattre une menace traditionnelle et historique dans l'univers de Superman, à savoir Doomsday. Et là, on a vraiment un entretien qui est super intéressant entre Superman et le Time Trapper. On nous explique quelque chose, une sorte de marché que le Time Trapper propose, et sous peine que Superman le regrette plus tard. Il lui-même fait une sorte de teasing, d'aperçu de ce qui l'attend, et lui dira que voilà, il y a vraiment quelque chose de très très intriguant, notamment en ce qui concerne un œil. Voilà, j'en dis pas plus. Et mais voilà, là on voit, pardon, excusez-moi, on voit Superman qui accourt là, auprès de Superwoman. Voilà, quelle double planche, encore quelle double splash impressionnante. Non mais vraiment, c'est très intéressant. Et moi, je le concède, j'ai les 12 premiers numéros également en issues, mais je les ai pas encore lus, parce que j'ai pas mal de retard. Donc en fait, j'ai lu les numéros de Superman à partir des tie-ins d'Absolute Power, avec Superman et Zatanna, notamment dessinés par Jamal Campbell, que je trouvais très 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 sympa. Et du coup, il y a quelque chose qui est très très intéressant dans ce numéro, qui à mon avis, du coup, date des premiers numéros que j'ignore, à savoir que Superman peut accéder à une sorte de colère. On sent bien que là, il faut vraiment qu'on l'arrête avant qu'il commette l'irréparable, comme une espèce de jauge qui monterait. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'avoue, j'avais pas la ref, comme disent les jeunes, mais j'ai vite compris quand même les enjeux dramatiques. Et j'ai trouvé que c'était assez fascinant et assez intéressant. Et à côté de ça, on a Superwoman qui essaie de cacher son identité secrète, en fait, finalement, forcément. Nous, on sait, un lecteur, mais voilà. Et donc, on a une petite scène assez intimiste et très touchante et géniale, hein, entre, justement, ce couple, hein, que je trouve vraiment trop chouette. Et d'ailleurs, il faut absolument que je me procure le Superwoman spécial. On va revenir, justement, sur l'origine de l'acquisition des pouvoirs de Superwoman. Donc ça va certainement donner pas mal de réponses, parce qu'on se demandait un petit peu ce qui s'était passé entre Absolute Power et maintenant Superman. Voilà, avec encore une fois un cliffhanger hyper efficace. Bah écoutez, c'est encore un coup de cœur ce Superman numéro 20, c'est vraiment génial. C'est écrit de main de maître par Joshua Williamson. Dan Mora, franchement, il claque, hein. C'est impressionnant ce qu'il propose encore dans ce numéro-là. Bon bah voilà, DC ne fait que m'enchanter mois après mois. Que ce soit dans la continuité classique, là, avec ce Superman, avec Poison Ivy, avec même le Justice League qui part pas mal du tout, le JSA qui est sympa, The Question, enfin il y a vraiment pas mal de séries. L'univers Absolute, dont j'ai pas mal parlé déjà dans des précédents issues de secours.
Bah, pour l'instant, j'aime beaucoup les 3 séries, que ce soit Batman, Wonder Woman ou Superman. Les 3, après 2 numéros, sont une totale réussite. Donc franchement, pour l'instant, bah, DC me fait plaisir. Je ne parle même pas du Black Label, hein, entre Plastic Man, Zatanna, ou même, vous l'avez eu en français, Batman First Night ou autre. Franchement, pour moi, DC en ce moment est plutôt en forme. Donc réjouissons-nous à propos de ça. Donc voilà, n'importe quoi ce que je disais. Bon, bref, c'est plutôt une bonne nouvelle ce que je voulais dire. On enchaîne avec Dark Horse Comics. Et oui, j'en parle pas si souvent que ça, mais bah, je m'intéresse aussi à cet éditeur. Et je voulais parler de ce numéro-là, voilà, que j'ai vu cette couverture. Je me suis dit, waouh, j'aime bien le style. Welcome to the Mainnet. Et quand j'ai vu les crédits, je me suis dit, ah bah oui, bah, ça peut être sympa. Donc c'est scénarisé par James Robinson. Et oui, on connaît James Robinson, notamment pour Starman, pour JSA de Golden Age, ou pas mal d'autres choses. Hein. Il a fait beaucoup de choses, notamment les premiers numéros de la JSA, avec David S. Goyer, avant que Jeff Jones ne reprenne le flambeau. Hein. Vous les avez dans les JSA Chronicles, ou dans les Omnibus VO. Du coup, ça m'intéressait beaucoup. On a aussi J-Bone au dessin, en une coloration de Ian Herring. Donc ça m'intéressait beaucoup. Voilà, j'avais cette couverture que je trouvais assez intrigante, où on voit... voilà, alors je vous préviens, ce qu'il y a dedans, c'est pas du tout ce à quoi je pensais, mais c'est mieux. Parce que vraiment, ce qui m'a attiré, c'est les dessins. Un côté vraiment... entre Elsa Chartier et Darwin Cook, vous voyez ce que je veux dire, qui est vraiment très agréable. Et donc ça commence à San Francisco. Et on suit cette jeune fille, Pip, qui va à son premier jour de boulot. Et on voit que c'est pas n'importe quelle journée parce qu'elle arrive au Maynard, et déjà qui dépeint à San Francisco un petit peu, une ville un petit peu, on va dire, qui va pas très bien. C'est-à-dire qu'elle explique qu'à chaque fois les villes ont un cycle, hein. C'est-à-dire qu'elles vont bien et elles vont pas bien. Mais à chaque fois elles arrivent à retomber sur leurs pattes, quoi. Voilà, quelque chose de cyclique. Et là c'est le moment où ça va pas trop. Mais qu'est-ce qu'on a? On a un univers assez incroyable, enfin une espèce d'hôtel assez incroyable qui dénote complètement par rapport à vraiment ce San Francisco qui est sordide. Et pour cause, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un univers bah, qui recueille en fait magiciens, sorciers, tout ce qui relève un petit peu du fantastique, du magique. Et on voit que là, le personnage qui fait clairement penser à Spirou, et on a pas mal de choses, de clichés éculés, comme le détective privé qui est en impair et qui lit le journal. D'ailleurs, on a carrément une vanne là-dessus en disant que ça passe tout sauf inaperçu hein, quand on est accoutumé de la sorte. Accoutré de la sorte, pardon. Et vraiment, on a un numéro qui m'a surpris. En fait, on voit bien qu'on parle de Harfie. Les Harfie, c'est quoi? C'est ceux qui ont à moitié, en fait, de pouvoir magique, un petit peu. C'est un petit peu... comme on a des sangs mêlés, quoi, comme on parlait dans Harry Potter. Donc on a ce côté Harry Potter, clairement. On a un côté refuge pour magiciens, et on voit bien que là, son boulot, ça va être d'être au service justement de ces différents magiciens. Et là, on la voit un petit peu plus aussi dans le domaine privé. On va voir que c'est assez intriguant, parce que dès le début, dès les premières planches en fait, de ce comics, on voit qu'il y a un voleur qui sévit en fait, au sein de cet hôtel. Et elle, son objectif, elle va évidemment essayer de l'appréhender. Sauf que les conséquences en fait de tout ça vont être assez extraordinaires et fantastiques. Et là, on a déjà un aperçu de ce que peut être la série. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez intriguant, que je trouve plutôt bien dessiné et assez frais. Donc, vraiment, c'est un numéro que j'ai trouvé franchement efficace. J'y suis allé un petit peu au hasard. C'est pas du tout ce à quoi je pensais en voyant la couverture. Mais vraiment, ce côté, on va osciller un petit peu entre le monde normal et le monde magique. Un côté un petit peu Harry Potter, avec ses dessins assez frais et cartoony. Ma foi, ouais, pourquoi pas, on va les voir. En plus, avec un cliffhanger hyper intriguant et assez prometteur. C'est un numéro qui a fait complètement le boulot, donc j'irai certainement voir la suite. Donc, Welcome to the Maynard de James Robinson et J-Bone chez Dark Horse. Toujours chez Dark Horse Comics, mais ça, c'est une série dont je vais déjà parler. Kill All Immortals, numéro 4, scénarisé par Zach Kaplan. Zach Kaplan, hein, je sais pas pourquoi je l'appelle Kaplan à chaque fois, dessiné par Fico Ossio et mise en colorisation par Thiago Rocha. Ça, je vous en avais déjà parlé, c'est une série que j'aime beaucoup. Voilà, qui parle de la famille un petit peu, forcément, de mythologie nordique. Hein. On parle de Thor, de Frey, de Odin, de Leif, de pas mal de monde. Et justement, on voit que Frey, qui voulait un petit peu
s'affranchir de sa famille, quelque part, et de leurs obligations. On voit que ça ne date pas d'hier, hein, cette volonté d'émancipation et d'indépendance. Euh, Même, je dirais que ça date d'un petit millénaire. Et donc, on va revoir un petit peu avec la situation présente, à savoir qu'elle, elle veut essayer de s'affranchir de tout ça, de vivre avec son petit ami qui est journaliste. Sauf que eux ne le voient pas de cet œil-là. Pour eux, un journaliste, surtout avec les secrets qu'ils doivent cacher, bah, c'est pas vu d'un bon œil du tout. Et donc, ils lui font une proposition qui est assez terrible. Donc, on va voir comment Frey va devoir s'extirper de cette situation-là, parce qu'on voit que là, ils sont tous les deux un peu faits prisonniers, donc, parce que eux, ils étaient à la recherche justement d'une certaine déesse, et d'une déesse qui, finalement, leur permet et leur octroie ce pouvoir d'immortalité. Donc on a vraiment quelque chose de super intéressant. Et on voit qu'il y a un choix absolument terrible, hein, que Fred doit faire. Et on a vraiment quelque chose d'assez frénétique, à la fois d'assez rythmé et très intéressant sur ce que ça propose, hein. Les scènes d'action sont hyper efficaces de Fico Ossio, ça on avait déjà vu, c'est assez violent, ça tranche, c'est assez chorégraphique, hein. Là ça fonctionne, mais du feu de Dieu. On a encore une fois un numéro dont cliffhanger est dingue. Je le trouve génial. On a vraiment un sort qui est terrible parce que on voit que Frey, finalement, il n'y a peut-être aucune issue à cette possibilité de vie normale, hein, quand on appartient à une telle famille. En plus, voilà, son petit ami étant journaliste, hein, il va devoir faire un choix aussi entre lui, est-ce qu'il accepte juste de vivre une romance avec quelqu'un qu'il est absolument tout sauf ordinaire, ou alors est-ce qu'il doit informer le monde de ce dont il a été témoin. Vraiment, c'est un numéro que j'ai trouvé très très bon. De toute façon, Zach Kaplan, on en a déjà parlé, hein. Moi, voilà, il a fait Mindset, voilà, je vous le dis, c'est une de mes lectures de l'année, clairement, en VF. Il a fait également Dark Empty Void, qui après 2 numéros, franchement, c'est super intriguant et accrocheur. Et il faudra que je me penche, notamment, je crois que c'est Ernesto, que je salue, qui est très souvent là dans le chat, qui est dans les chats des lives, et qui me laisse un commentaire régulièrement. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier. Qui me disait aussi qu'il avait lu Port of Earth, je crois, qui est sorti en deluxe chez Image Comics, et que c'était franchement intriguant et très bien. Il faudra que je m'y penche, et ouais, vraiment, j'aime beaucoup cet auteur pour l'instant. Je trouve qu'il a une manière d'écrire qui est super abordable, et en même temps, il propose des choses hyper riches, voilà, de manière simple. Je trouve que c'est une grande, grande qualité d'écriture. On termine avec 2 titres Image Comics, un autre titre dont je vous ai déjà parlé, forcément. On est déjà au numéro 6 de Falling in Love on the Path to Hell. Une série qui avait commencé doucement, c'est-à-dire que j'avais bien aimé les introductions, notamment les 2 premiers numéros, mais voilà, je trouvais ça sympa, mais sans plus. Et ensuite, ça m'a complètement cueilli des numéros 3, puis après le numéro 4. Enfin, ça va vraiment crescendo. C'est une série que j'aime de plus en plus. Une série scénarisée par Jerry Duggan, qu'on connaît, hein, notamment pour le travail qu'il a fait chez Marvel, quoi. C'est une série qui est dessinée de manière incroyable par Gary Brown, je vais vous montrer des planches dans un instant, et qui est mise en colorisation par Chris O'Halloran, voilà, qui est un coloriste qu'on connaît, notamment sur Ice Cream Man, ou notamment, je me demande si c'est pas lui qui a fait aussi la colorisation de Boy Wonder de Juniba, qui est aussi un titre que j'aime énormément. Donc on est déjà au numéro 6 de Notebook, le carnet. Et oui, le carnet qui va avoir son importance dans ce numéro. On suit toujours McCraith et Asumi, mais cette fois, on va voir qu'on nous présente un autre personnage. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on va nous parler de tout ce qui s'est passé voilà, au niveau du mur d'Adrien, voilà, environ 2 siècles après Jésus-Christ, et ce qui s'est passé notamment par rapport bah, à la volonté de conquête romane, et les différents obstacles qu'ils ont pu rencontrer sur leur conquête. Et on va voir qu'il y a un personnage qui s'est dressé en travers de leur chemin. Et pourquoi on nous parle de ce personnage? On va faire le lien avec la situation présente. Encore une fois, regardez-moi ces planches. C'est incroyable, je trouve, de Gary Brown et Chris O'Halloran. C'est fou. On a quelque chose que je trouve. Je sais plus qui est-ce qui m'avait fait la remarque, mais je suis assez d'accord. On a quelque chose presque de Moebius, presque, en tout cas de franco-belge, au niveau des traits. C'est dingue. Au niveau des ombrages, des colorisations, de ce que ça veut nous raconter, c'est vraiment fou. On a vraiment un épisode que je trouve en plus très très beau, qui va vraiment plus nous montrer
quelque chose, bah, justement, ce qui nous était un petit peu promis, à savoir bah, de l'amour un peu, parce que pour l'instant on avait surtout l'enfer, et on a vraiment quelque chose que j'ai trouvé très émouvant. On a quelques scènes érotiques. Alors j'avais parlé il n'y a pas longtemps, dans l'émission d'Encre de Bulle, hein, sur la chaîne de Manphobia, où on œuvre tous les deux avec grand plaisir depuis plus de 9 mois maintenant. On vous a parlé de Somna il n'y a pas longtemps, qui était vraiment, moi, un récit érotique qui m'avait laissé plutôt de marbre. Voilà, les quelques pages érotiques, elles m'ont donné des frissons, parce que notamment, il y a quelque chose que je trouve qui est magnifique, à savoir une vraie déclaration d'amour de McCrate, qui est super poignante. Et il lui dit, de toute façon, moi, je suis prêt à trotter à ton allure. Enfin, voilà, vous prenez la métaphore que vous voulez, mais en tout cas, je suis prêt à aller à ton rythme, quel qu'il soit. Et alors là, la réponse à Samy est extraordinaire, quoi. Donc vraiment, je vous laisse découvrir ça dans ce numéro, mais bah, c'est un coup de cœur, c'est un énorme coup de cœur, là, Falling in Love on the Path to Hell, et ça se confirme depuis maintenant au moins 4 numéros. C'est une série que je trouve très intelligente dans ce qu'elle veut raconter. La croisée des époques, hein, de la violence à chaque fois hein, qui sévit dans chacune des époques, et des personnages qui représentent un petit peu chacune d'entre elles. Et voilà, une espèce de jugement dernier, de purgatoire, duquel on peut peut-être s'échapper, mais comment faire? Quelles sont les règles de cet univers un petit peu? Donc bah, c'est passionnant. Et j'ai très très hâte de lire la suite, vraiment. C'est devenu. J'aurais pas forcément misé sur cette série, mais de toute façon, Jerry Duggan m'avait déjà prouvé. Moi, il avait fait Marauders et X-Men hein, dans l'ère Krakoa, qui sont deux séries que j'avais vraiment beaucoup aimées. Et donc, vraiment, c'est un auteur en qui je vais avoir de plus en plus confiance parce que je me rends compte qu'il maîtrise des registres assez différents. Il avait fait de l'humour avec Brian Posehn sur Deadpool, hein, et là, il maîtrise complètement, je trouve, cette dramaturgie, à la fois cette poésie dans cette relation naissante entre McCrate et Asami, et puis, euh, et puis voilà, ce côté vraiment très fantastique, horrifique et très intrigant. Donc vraiment une série à suivre. J'ai du mal à passer à autre chose parce que vraiment j'avais envie d'en parler. Et on termine, alors là, pareil, oh là là, Napalm Lullaby, le numéro 7, hein, qui est le tout premier numéro de ce deuxième arc. Hein. Et je peux vous dire que je l'attendais impatiemment parce que le numéro 6 il nous avait laissé avec un sacré cliffhanger. Et d'ailleurs, on commence. Hein. Donc, oui, bah, pardon, Napalm Lullaby, hein, je fais comme si voilà, tout le monde connaît. C'est scénarisé par Rick Remender. Alors, c'est pas un inconnu, évidemment, mais c'est pas la série dont on parle le plus. Hein. Et pourtant, moi, j'en ai pas mal parlé hein, sur ma chaîne et dans mes émissions. Donc, vraiment, je vous invite à découvrir cette série. Dessinée par Bengal, un artiste français. Voilà, ils avaient œuvré tous les deux sur Death or Glory. Urban d'ailleurs a édité en 2 tomes, hein, une série que j'avais trouvé franchement plutôt sympa. Et c'est aussi mise en colorisation par Bengal, et on commence par une planche de texte qui va finalement nous faire comprendre c'est quand même la suite du 6, mais on pourrait en douter, surtout vu la suite. Et alors là, c'est extraordinaire. Remender continue à nous bousculer. Moi, j'adore ça. Et je trouve que finalement, c'est presque quelque chose qu'on attend de sa part. On arrive dans une situation où, bah, là c'est Sam que vous voyez, vous vous souvenez, on parlait de Sam et Sarah. Lui c'est une espèce d'empathe vraiment qui peut ressentir les émotions fois 1000. Et c'est quelqu'un qui peut être blessé vraiment même physiquement par la haine et quelque part la malveillance des gens. Et elle, Sarah, c'est quelqu'un qui pouvait voilà, projeter des rêves ou immerger les gens dans des illusions ou dans des rêves. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et on avait une situation qui était terrible dans le numéro 6, et là on comprend pas. On voit Sam qui a visiblement une femme, qui explique que voilà, il a des enfants, il a un métier de journaliste, hein, et il a un rendez-vous très très important pour sa carrière et qui peut peut-être changer la face du monde. Et on se dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de génial aussi, c'est qu'à chaque fois, il a des tocs de langage en disant Jesus ou My God. Et à chaque fois, les gens le reprennent en disant, mais qu'est-ce que tu dis? Mais tais-toi tout de suite, t'es fou, quoi. Donc là, on voit bien encore une fois dans quel type de monde on est. Donc c'est très très intéressant. On a justement ce rendez-vous professionnel là, où on sent que là, on passe de un simple rendez-vous professionnel à un enjeu peut-être d'espionnage hein, et qui peut avoir des conséquences terrifiantes. Et là, s'ensuit bah, vraiment des scènes d'action absolument géniales, frénétiques, parfaitement illustrées et mises en colorisation par Bengal. On a le souffle coupé, on est suspendu à l'action, vraiment c'est génial. Et tout le long du numéro, on suit Sam et tout, mais on continue de se demander, mais what the fuck, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là?
Mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je vous le dis pas, évidemment. Parce que ça fait partie du cliffhanger. Un cliffhanger incroyable. On sent que la série, là, elle reprend un revirement qu'on pouvait anticiper si on était bon dans les théories. D'ailleurs, on voit, parce il y a évidemment toujours le courrier des lecteurs à la fin. Je vais essayer de vous le montrer sans vous montrer le cliffhanger si j'y arrive. Voilà, The Magnificent Reader. Puisqu'on avait des Magnificent Leader en parlant de Glocor. Et oui, on apprécie le jeu de mots. Donc, excellent. Et en plus, il y avait quelqu'un dans la lettre qui avait. Franchement, il avait sacrément bien théorisé parce qu'il n'était pas loin d'avoir anticipé ce qu'on a dans le numéro 7. C'était pas mon cas. Moi, j'avais quelques théories. Elles allaient dans ce sens-là, mais pas de manière aussi extrême et aussi rapide. On sent que Remender, vraiment, il joue avec le lecteur en nous proposant quelque chose de très, à la fois très frénétique et à la fois très elliptique, mais tout se répond, finit par se répondre. On a vraiment quelque chose qui avait déjà été annoncé dès le numéro 1, autre chose qui avait été annoncé dès le numéro 2. Chapeau Remender. Effectivement, là, vous allez vous régaler en relié. Je pense que là, ouais, c'est le premier numéro du deuxième arc, cela dit. Donc, il va falloir attendre pas mal de temps avant de pouvoir le lire en VF. Je mis sur Urban pour éditer Napalm Lullaby. En tout cas, c'est vraiment un titre qu'on comprend de mieux en mieux et qu'on apprécie de plus en plus. Voilà, c'est tout pour moi. Donc, en synthèse, de toute façon, pas mal de coups de cœur. Je pourrais inclure ce Napalm Lullaby, Falling in Love on the Path to Hell, le Superman 20, voire même le Batman et Robin 15. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de titres que j'ai énormément appréciés. Et puis même, c'est le titre dont je n'ai pas parlé, ouais, Kill Immortal, ça continue très bien. Et puis Welcome to the Main Art, franchement, une nouvelle série que je vais suivre, notamment pour la proposition artistique. Et puis vraiment ce côté magique, presque féerique et intrigant, avec notamment ce cliff très haletant. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà, c'est la fin de cette issue de secours numéro 28. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine. Et puis voilà, si ça vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir, essayez de la chaîne à grandir. Et puis moi je vous retrouve très bientôt, notamment mercredi prochain, d'Encre de Bulle pour une émission spéciale Top VF et Top VO. Vous retrouverez les chroniqueurs qui étaient là dès le départ, à savoir votre humble serviteur, Mindphobia, Adas, Nedel, bien sûr, All Geek, et puis en plus Bunny. Donc voilà, on va essayer de pas faire trop long. Mais on a hâte de vous livrer un petit peu ça. Et puis vous nous donnerez évidemment vos tops aussi. Ça peut être très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!